Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu. On fait ensemble le point sur l'actualité de ce lundi 22 avril. Et avant de retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui de Masayu Inoue, un japonais spécialisé en médecine moléculaire, faisons un tour de l'actualité. En France, des milliers de personnes ont participé à une manifestation contre l'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres. Les manifestants critiquent le projet pour son impact sur l'environnement, l'agriculture et la qualité de vie. La manifestation s'est déroulée sans incident. Des élus de gauche étaient présents et ont exprimé publiquement leur opposition au projet. Et une autre manifestation a eu lieu ce week-end à Paris, celle-là, et elle a été moins calme. La préfecture de police de Paris déclare que cette mobilisation était en hommage aux victimes d'un incendie. Dans cette affaire, un locataire aurait incendié son appartement après avoir tué 2 personnes, dont un de ses compatriotes afghans, pour faire disparaître les traces des meurtres. Des manifestants ont été interpellés par les forces de l'ordre après avoir commis des dégradations et la situation serait revenue au calme après l'usage de gaz lacrymogène. Et en politique, un sondage a révélé que François Ruffin serait en position avantageuse pour l'élection présidentielle de 2027, rivalisant avec Marine Le Pen. Ce sondage estime que Ruffin devancerait Jean-Luc Mélenchon, ce qui fait pas mal de bruit sur les réseaux. Ruffin a cependant exprimé sa loyauté envers Mélenchon. Et dans le Loir-et-Cher, un accident regrettable a eu lieu à Blois. Une jeune femme de 27 ans est décédée après avoir été éjectée d'un manège à la fête foraine. Le drame s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 23 h. Une enquête judiciaire est en cours. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Il y a 10 jours, nous vous parlions de la controverse entourant l'accord sur les pandémies de l'OMS. Eh bien, figurez-vous que certains pays n'ont pas attendu sa signature pour commencer à s'y conformer. C'est notamment le cas du Japon qui, au travers d'un investissement de 840 millions d'euros, se prépare d'ores et déjà à une prochaine pandémie par l'hypothétique maladie X. Avec au programme le Réplicon, un nouveau type de vaccin à ARN autorépliquant, accompagné de la possibilité d'accélérer drastiquement le processus de mise sur le marché et aussi d'une subvention pour son développement et sa production avec plusieurs usines en construction. Mais sur place, cette politique sanitaire suscite une vive opposition. D'ailleurs, le 13 avril, le Japon a connu l'une des plus grandes manifestations de son histoire moderne. Effectivement, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre le traité de pandémie de l'OMS et la politique sanitaire menée par le gouvernement. Avec, on peut le dire, au cœur de leurs préoccupations, le manque de transparence quant à la forte augmentation de la surmortalité et aux effets secondaires des vaccins Covid. Et quelques semaines auparavant, le 22 mars, le professeur Masayu Inoue s'était déjà exprimé lors de la conférence de presse du World Council for Health à Genève. On l'écoute. Nous présumons que le mouvement du gouvernement japonais fait partie de la mission de 100 jours de la CEPI, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, qui vise à réduire le temps de l'opération Warp Speed à 1/3. C'est-à-dire qu'ils essaient de raccourcir le cycle de commercialisation des vaccins en développant un vaccin en 100 jours. Cela n'est possible qu'en ignorant la perspective des droits de l'homme. Les amendements au règlement sanitaire international de l'OMS et le traité sur les pandémies, qui sont sur le point d'être adoptés lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé cette année, tentent de donner une rationalité et une force juridique contraignante à ces plans insensés, non scientifiques et dangereux. Si les choses continuent ainsi, le risque est grand que ces vaccins fabriqués au Japon soient exportés sous couvert d'une confiance erronée.
Si le Japon commettait cette faute, il causerait des dommages irréparables aux générations futures. C'est pourquoi les actions du gouvernement japonais doivent être stoppées par une collaboration internationale. Depuis 3 ans, le professeur Inoue tente de sensibiliser les Japonais au danger des thérapies géniques ARN. Mais d'après son expérience, la vérité sur les vaccins est rapidement censurée par les plateformes comme YouTube. Toutefois, partager la vérité entre les pays reste important pour lui, voyant cela comme un pas vers l'unité et une lueur d'espoir au milieu du désespoir. Il se dit aussi conscient de l'impossibilité de changer la situation du gouvernement japonais et de la difficulté d'arrêter ce mouvement. Mais il tient quand même à transmettre au monde que lorsque la maladie X surviendra à l'avenir, on ne devrait pas faire confiance aux vaccins fabriqués au Japon. Il s'inquiète notamment qu'avec les vaccins ARN, sous prétexte de gagner du temps, une méthode entièrement nouvelle ait été choisie. Car d'après lui, si le gouvernement japonais poursuit dans cette voie, il pourrait devenir coupable d'exporter des vaccins potentiellement dangereux, laissant un préjudice irréparable pour les générations futures. Et vous justement, qu'en pensez-vous? Partagez-vous ces craintes? Ou bien pensez-vous que le gouvernement japonais fait le bon choix en avançant dans cette voie? Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et si vous aimez regarder nos émissions, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à liker la vidéo. Cela nous aide à développer notre chaîne bien sûr et c'est aussi un encouragement. Donc merci de vous abonner et de liker la vidéo. On passe maintenant à l'international avec les États-Unis où la Chambre des représentants a adopté à 311 voix contre 112 un plan d'aide de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, pour Israël et Taïwan avec un volet de 61 milliards dédiés spécifiquement à l'Ukraine pour faire face à la Russie. De l'autre côté du globe, un drame est survenu dans un pays pourtant épargné par la guerre. Au Japon, 2 hélicoptères des forces japonaises d'autodéfense se sont écrasés en mer. Les hélicoptères participaient à un exercice nocturne de lutte anti-sous-marine. Un membre d'équipage a été retrouvé mort et 7 sont portés disparus. Des débris appartenant probablement aux hélicoptères ont été repérés. Pour le moment, c'est l'hypothèse d'une collision entre les 2 appareils qui est mise en avant. Les enregistreurs de vol sont en cours d'analyse et l'équipage d'un 3e hélicoptère qui participait à l'exercice est interrogé. Et bien loin du Japon, en Équateur, un directeur de prison a été assassiné le jour même d'un référendum sur la sécurité visant à lutter contre le trafic de drogue et les groupes criminels. Des criminels, justement, lui ont tiré dessus alors qu'il se trouvait dans un restaurant. L'Équateur est confronté à une grave crise sécuritaire due au narcotrafic et à la corruption. Le pays est devenu une plaque tournante pour l'exportation de cocaïne et la violence des gangs conduit à une véritable guerre à l'intérieur du pays. Et on remonte au nord jusqu'aux États-Unis où une fusillade a éclaté lors d'une fête de quartier dans la ville de Memphis. Le bilan est de 2 morts et 6 blessés pour le moment. L'un des blessés est dans un état critique. Les autorités enquêtent sur l'affaire. Les circonstances de cette fusillade ne sont pas encore connues. Et on retrouve maintenant Vladia pour les actualités Chine. Bonjour Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Vous vous souvenez peut-être de la collaboration controversée d'Anthony Fauci avec des scientifiques chinois. Eh bien, le Congrès américain a convoqué l'un des principaux conseillers du Dr Anthony Fauci. Cette convocation concerne des emails montrant qu'il a utilisé sa messagerie personnelle pour contourner une loi fédérale sur la transparence des informations. Ces emails révèlent que le Dr David Moren a communiqué avec le président d'EcoHealth Alliance au sujet d'une subvention fédérale accordée par les instituts américains de la santé. L'argent était destiné à la recherche sur le coronavirus des chauves-souris. Dans les emails, Morens a déclaré qu'il préférait utiliser Gmail, craignant un examen minutieux de sa boîte mail gouvernementale. Morens a écrit, je cite, « Envoyez à n'importe laquelle de mes adresses et je supprimerai tout ce que je ne veux pas voir dans le New York Times ».
Cette démarche a suscité des inquiétudes quant à la transparence et à la légalité de leur travail. La convocation exige que Moren se livre des documents, y compris des communications avec le Dr Fauci sur EcoHealth et l'origine du Covid-19 avant le 30 avril. Et en attendant de voir jusqu'où va cette affaire, voici une nouvelle venue de l'intérieur de Chine. De nouvelles manifestations ont eu lieu dans le pays, malgré la lourde pression du gouvernement. Dans une région, on a vu des manifestants âgés supplier les autorités et pleurer leurs pertes financières. Dans le nord de la Chine, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de la ville de Zibo, manifestant devant des bâtiments gérés par les autorités municipales. Ils se sont rassemblés pour parler de leurs pertes financières liées à une récente affaire de fraude. Les publications sur les réseaux sociaux montrent qu'aucun fonctionnaire n'est sorti pour s'adresser à la foule. Au lieu de cela, un témoin a indiqué que les autorités ont envoyé plus de 200 policiers et 30 voitures de police en plus pour réprimer la foule. Lors de certaines confrontations, la police était brutale. Certaines victimes avaient plus de 80 ans, voire 90 ans. Certaines d'entre elles ont été vues presque couchées à terre en train de supplier les autorités de les aider à récupérer leurs pertes financières. Dans une autre séquence, 3 policiers ont malmené une jeune femme. Voici ce qui s'est passé. Lichin, un groupe d'investissement privé local, a disparu après avoir escroqué d'énormes sommes d'argent aux habitants de la ville. La plupart des victimes étaient des personnes âgées. Le groupe les aurait incités à investir en leur promettant des bénéfices élevés. Certaines victimes ont perdu la quasi-totalité de leurs économies à cause de cette escroquerie. Les manifestations ont commencé au début du mois et se sont poursuivies la semaine dernière. Courage à eux. Merci à vous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec Taro Akebono, un lutteur de sumo d'origine hawaïenne, le premier grand champion non japonais de sa catégorie. Akebono est décédé d'une insuffisance cardiaque ce mois-ci à Tokyo. Il avait 54 ans, vainqueur de 11 championnats. Akebono était très imposant avec ses 2,03 m pour 233 kg. Dans son style de combat, il s'appuyait sur son immense taille pour repousser ses adversaires hors du ring. Son nom de naissance est Chad George Aeo Rowan. Né à Hawaï, Akebono était joueur de basketball à l'université. Il a été recruté pour pratiquer le sumo par un responsable hawaïen. Il est donc entré dans le monde du sumo en 1988 et a atteint le rang le plus élevé, celui de Yokozuna, devenant ainsi le 64e Yokozuna du sumo moderne. Il est ensuite devenu citoyen japonais et a pris le nom de Taro Akebono, un nom qui restera dans les mémoires dans le monde du sumo. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, excellent début de semaine. À demain.